beaucoup, messieurs les modérateurs, et bonjour à tout le monde. Donc, on va changer complètement de sujet. La diapositive de mes conflits d'intérêts, qui sont en fait des partenariats scientifiques, je n'ai pas de conflit direct et encore moins avec ce sujet-là. Alors, pourquoi s'être posé cette question? Parce qu'il y a environ 3 ans, au niveau européen, un groupe s'est réuni au niveau des responsables des recommandations en disant on n'a pas de recommandations en ce qui concerne les hyponatrémies, il y a un fort lobbying concernant les vaptans, vous le savez, et donc il serait peut-être utile de se poser et de ne pas subir les pressions des industriels et de faire quelque chose sur les hyponatrémies, de ne pas subir non plus le terrorisme américain. C'est peut-être pas un très bon terme à ce jour, le terrorisme, excusez-moi, mais en tout cas, de rassembler des gens de sensibilités différentes. Donc c'est pour ça que je vous ai mis ici, d'abord vous avez la revue dans laquelle les choses sont publiées, il y a la revue des réanimateurs européens, il y a la revue des endocrinologues, vous le trouverez, et la revue des néphrologues, puisqu'il y avait des endocrinologues, des néphrologues et des réanimateurs dans ce groupe. C'est ce que vous voyez le groupe ici. Et donc c'était très très intéressant parce qu'on se rend compte que nous, réanimateurs, on ne voit pas du tout les mêmes patients et on n'a pas du tout les mêmes façons de faire. Ça nous a permis d'avoir des échanges extrêmement riches. L'idée de ces recommandations était de donner vraiment des recommandations qui étaient très pragmatiques, et vous allez voir que c'est ce qu'on a fait, et de ne pas faire des élucubrations. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste vous mettre en appétit avec 2 ou 3 cas cliniques que vous allez garder dans votre petite tête, et puis je vous donnerai les réponses à la fin. Le premier cas clinique, ils ne sont pas difficiles. C'est une femme de 24 ans, alors c'est tous des vrais qui sont passés chez moi dans mon service, j'ai rien inventé. 24 ans, qui présente une confusion, une tétanie, des céphalées, des vomissements à la fin d'un triathlon. Et elle arrive aux urgences, elle s'aggrave rapidement avec des convulsions généralisées, un coma qui devient profond, elle est passée donc en réanimation, elle arrive en réa avec un Glasgow à 3, une hydréase bilatérale. Vous voyez que le scanner montre quand même un œdème cérébral assez important et le Doppler transcrânien montre des signes quasiment d'un backflow presque, avec presque des signes de mort encéphalique. Et vous voyez que l'anatrémie de départ était à 123. Deuxième cas, c'est une femme de 76 ans qui, pareil, adressée aux urgences pour un syndrome confusionnel d'apparition récente avec une désorientation temporospatiale. Elle aussi, elle s'aggrave, elle fait plusieurs crises convulsives tonico-cloniques généralisées. Et donc, voici son bilan au départ. Vous voyez qu'elle a une natrémie qui est à 106, une kaliémie à 2,4 et une chlorémie à 63. Bon, je ne vais pas rentrer dans le reste. La glycémie est à 8,7. Et vous voyez qu'elle a une petite alcalose métabolique. Et le troisième cas, c'est une femme de 71 ans qui est adressée elle aussi aux urgences pour des troubles de conscience. C'est assez, le tableau clinique est non spécifique et assez stéréotypé, avec là aussi une désorientation temporospatiale, des nausées vomissements depuis 48 heures. On note dans ses antécédents qu'elle a un adénome hypophysaire à prolactine qui a priori est suivi et traité. Et quand elle arrive aux urgences, elle convulse elle aussi, elle fait des convulsions généralisées. Et elle est transférée en réa parce que persistent des signes confusionnels en post-crise, avec un Glasgow qui est à 6, et aussi des signes de localisation. Et sur son bilan initial, vous voyez qu'elle a une natrémie à 111, elle a une kaliémie à 3,3, une chlorémie à 75, bon, et d'autres choses. Vous voyez que la glycémie est à 6,7. Et j'attire votre attention, pour une fois que ça avait été fait, sur un spot urinaire, une natriurèse qui est à 120, une kaliurèse à 23, une chlorurèse à 100. Alors, vous gardez ça dans votre petite tête, et puis on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce qu'on dit les recommandations? On dit comment on va pouvoir manager des hyponatrémies. Et bien entendu, toutes les hyponatrémies ne sont pas les mêmes. En tout cas, les étapes sont toujours les mêmes, en tout cas pour les hyponatrémies qui concernent les réanimateurs, c'est-à-dire les hyponatrémies qui sont plutôt sévères, et on verra ce que ça veut dire sévère. Il y a 3 étapes, et la première étape, évidemment, est de déterminer quelles sont les hyponatrémies qui sont à risque d'œdème cérébral, puisque le risque vital, c'est celui-là. Et ce sont les hyponatrémies hypotoniques, et seulement celles-ci, qui entraînent des risques d'œdème cérébral pour des raisons de gradient osmotique, vous le savez. Donc on s'est placé de l'œil de l'interne qui est aux urgences en disant, première chose, il faut éliminer les hyponatrémies qui ne sont pas hypotoniques. Et vous allez voir que la grande cause de ces hyponatrémies, c'est l'hyperglycémie, bien entendu. La deuxième étape, une fois qu'on sait qu'elles sont hypotoniques avec un risque d'œdème cérébral, il faut identifier les hyponatrémies graves, c'est-à-dire celles pour lesquelles il y a un risque vital et même un risque secondaire.
Et la troisième étape qui résulte de ces deux, c'est de dire, il faut, pour les sévères, les graves, il faut avoir un traitement en urgence. Vous allez voir qu'on a fait des choses très pragmatiques. Et puis, en même temps, il faut chercher la cause de l'hyponatrémie de façon tout à fait simultanée. Alors, première étape, on sort les hyponatrémies qui ne sont pas risque d'œdème cérébral, c'est-à-dire les non hypotoniques. Donc, vous avez plusieurs sortes. Les premières sortes, c'est ce qu'on appelle les fausses hyponatrémies, qui peuvent être iso- ou hypertoniques, ou isotoniques ou hyperosmolaires. Les hypertoniques ou isotoniques, ce sont, ce que je vous ai dit, toutes les causes d'accumulation de sucre. Donc, la grande cause, c'est les hyperglycémies. Mais vous avez la même chose quand vous faites du mannitol ou quand vous perfusez de la glycine. D'accord ? Après, il y a des choses qui sont un peu plus, qui se voient moins fréquemment. Et puis, vous pouvez avoir des causes qui sont hyperosmolaires, mais qui ne sont pas isotoniques. Et je vous rappelle que quand vous avez une isotonie, vous n'avez pas de trouble de l'hydratation intracellulaire. C'est tout ce qui concerne les substances qui sont alcool. Ça veut dire que si vous mesurez l'osmolarité plasmatique, vous allez avoir une hyperosmolarité. Mais comme l'alcool, l'urée, l'éthylène glycol passent directement aussi dans la cellule, il n'y a pas de gradient osmotique qui se fait entre les deux et donc il n'y aura pas de mouvement d'eau. Vous avez une hyperosmolarité plasmatique et vous allez avoir une hyperosmolarité dans les cellules, mais pas de mouvement d'eau et donc pas de risque d'œdème cérébral. Alors, ce qu'il faut faire, et c'est ce qu'on a dit, le plus simple quand même, c'est de calculer ce qu'on appelle la tonicité plasmatique, surtout que ce n'est pas très compliqué. La formule, vous la voyez, c'est ce qu'on appelle en anglais aussi l'osmolarité effective. Et la formule est très simple. C'est la natrémie fois 2. Alors, vous pouvez mettre la kaliémie ou ne pas la mettre. Ça n'a pas tellement d'importance. Plus la glycémie. Donc, soit exprimée en grammes par litre ou en milligrammes par décilitre, soit en millimoles. Nous, on a les chiffres en millimoles. C'est beaucoup plus rapide. Il faut que tout soit en millimoles. Et donc, si vous voyez que dans cette formule, on n'a pas mis l'urée parce que c'est une osmole qui n'est pas effective et, comme je vous ai dit, qui n'est pas responsable de mouvement d'eau. Si vous avez une hypertonie, vous allez avoir une déshydratation intracellulaire, comme par exemple ici. Donc c'est tout à fait l'inverse de ce qu'on peut croire quand on a une hyponatrémie. Et si vous avez une hypotonie, vous êtes sûr que c'est une vraie hyponatrémie et que vous avez un risque d'œdème cérébral. Deuxième chose qui peut entraîner des hyponatrémies sans risque d'œdème cérébral, c'est ce qu'on appelle les pseudo-hyponatrémies, qui sont isotoniques et isosmolaires, et qui sont en rapport avec les hypertriglycéridémies ou les hyperprotidémies importantes. Alors pourquoi? C'est tout simplement un artefact de mesure de laboratoire. Parce qu'ici, ce qu'on vous a représenté, c'est 1 kg d'eau plasmatique. D'accord? Vous avez une phase solide et vous avez une phase avec de l'eau et le solvant avec des électrolytes qui sont dedans. Donc, dans cette partie-là, vous avez 7% donc, qui sont normalement la phase solide et, 7% qui sont des protéines et des lipides et 93% qui sont de l'eau et des électrolytes. Si vous ramenez ça à 1 litre de plasma, vous allez avoir une certaine concentration de sodium avec vos 7% de phase solide. Imaginez que vous ayez une hyperlipidémie importante ou une hypertriglycéridémie. Quand je dis hyperprotidémie importante, c'est Kaller, Waldenström, ce n'est pas vraiment les malades qu'on voit. Eh bien, si vous mesurez la natrémie par kilo d'eau plasmatique, vous allez avoir une natrémie qui est strictement normale. Par contre, si vous ramenez à 1 litre de plasma, comme c'est 93% d'eau et 7% de protides, eh bien, vous voyez qu'il y a une espèce d'effet de dilution, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on les appelle les pseudo-hyponatrémies, et donc elles sont isotoniques, isosmolaires. Il n'y a pas de risque d'œdème cérébral. En général, ce ne sont quand même pas des hyponatrémies très sévères, mais les hématologues connaissent bien ces situations. Alors, quelles sont finalement les situations où il y a un risque d'œdème cérébral? Eh bien, il faut, de façon très pragmatique, il faut exclure avant tout les hyperglycémies quand vous avez une hyponatrémie. Vous voyez que c'est quand même très pratique, en mesurant la glycémie à chaque fois que vous avez une hyponatrémie et regardez si vous avez une isotonie, une hypertonie ou une hypotonie. On considère que si vous avez une osmolarité mesurée qui est basse, à ce moment-là, vous êtes sûr d'avoir une hyponatrémie hypotonique. Pourquoi on a mis ça en deuxième? Parce que tout le monde n'est pas capable d'avoir un dosage d'osmolarité plasmatique mesuré tout de suite, même chez moi, ça prend au moins 1 heure, et en plus, ils ne sont pas contents parce que c'est très long. Donc, pour faire très pratique, on s'est dit, c'est ça qu'il faut faire, et moi, j'irai même plus loin personnellement, je vous dirais calculer la tonicité plasmatique. Et vous voyez que quand vraiment on est démuni, je ne sais pas, où on est au fin fond d'un trou de la France, ça peut arriver, je ne sais pas, d'un hôpital français ou européen d'ailleurs, on vous dit qu'il faut accepter comme étant une hyponatrémie hypotonique quand on n'a pas d'autre cause
d'avoir une hyperosmolarité, ce que je vous ai montré avant, c'est-à-dire une hyperprotilémie et tout ça. D'accord? Alors, pourquoi est-ce qu'il faut regarder si l'hyponatrémie est hypotonique? Je vous en ai parlé, c'est à cause des mouvements d'eau et à cause du risque d'œdème cellulaire et en particulier d'œdème cérébral. Donc ici, vous voyez représenter ce qu'on appelle l'osmorégulation cérébrale, qui a été la raison de distinguer les troubles hydroélectrolytiques aigus des chroniques. Le cerveau, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas un osmomètre parfait. Bien sûr, les mouvements d'eau entre le secteur intra- et extracellulaire dépendent du gradient osmotique, mais heureusement pour nous, nos cellules, et en particulier les cellules cérébrales, sont capables de réguler leur volume, alors pas complètement et pas toujours, mais au moins de limiter les dégâts. Alors voilà comment ça marche. Ici, représenté un cerveau normal, son volume normal avec une osmolarité qui est normale. Imaginez que vous soyez en situation d'hypotonie. Au moment où l'hypotonie se met en route, de façon aiguë, vous allez avoir un œdème cérébral parce que la cellule n'a pas encore eu le temps, le cerveau n'a pas eu le temps de réagir. Très rapidement, quand même, pendant les premières heures, eh bien, il va y avoir un premier niveau de régulation qui est fait pour diminuer le gradient osmotique entre l'intracellulaire et l'extracellulaire. La seule façon de faire quand vous êtes en hypotonie, c'est de faire sortir des osmoles actives, des cellules, vers le secteur extracellulaire, et donc ça va aplanir le gradient osmotique. Donc vous allez avoir, comme ce n'est pas un mécanisme parfait de régulation, ça ne met pas à zéro le gradient osmotique, ça simplement ça le limite et ça le diminue. Vous allez avoir quand même, dans les 2 premiers jours, un œdème cérébral, mais qui sera beaucoup moins important que si le cerveau était un osmomètre parfait. Si les choses persistent, eh bien, le mécanisme de régulation va encore plus être performant et vous allez avoir en plus une perte d'osmole organique. Donc, ce sont des molécules qui nécessitent un petit peu de temps pour être synthétisées, mais ça marche mieux comme moyen de régulation. Pourquoi? Parce que les électrolytes, ça va très vite. C'est des canaux qui s'ouvrent ou des cotransporteurs, ça va vite. Mais ça prend un certain temps. Mais par contre, ça marche très bien et donc ça arrive quasiment à annuler le gradient osmotique entre le secteur extra et intracellulaire. Et donc finalement, dans les phénomènes chroniques, vous allez avoir un cerveau qui ne sera pas, en tout cas dans le cas des hyponatrémies hypotoniques, vous n'aurez pas d'œdème cérébral très important. Vous allez voir que ça a une importance sur le traitement parce que si vous allez trop vite pour traiter cette situation, vous allez réverser le gradient osmotique et c'est là que vous avez les grands risques et vous me voyez venir gros comme une maison vers la myélinolyse centropontine. Alors que si vous allez un peu plus doucement, eh ben, ça sera bien. Par contre, ici, vous comprenez bien que le risque, c'est de mourir d'œdème cérébral et que dans ces situations, c'est une urgence thérapeutique et on se pose moins la question de la myélinolyse. Donc, c'est vrai que l'osmorégulation cérébrale dépend classiquement du délai d'installation du trouble, pour l'hyponatrémie, donc de l'hyponatrémie, et qu'on a toujours dans la littérature opposé aigu à chronique, mais pas seulement. Il y a d'autres éléments qui interviennent, et en particulier le sexe, et l'hypoxie et toute la période périopératoire. Et d'ailleurs, les risques, les myélinolyses centropontines au départ et les œdèmes cérébraux majeurs ont été décrits, si vous reprenez la littérature, en post-opératoire chez des femmes donc qui avaient des problèmes hypoxiques. Alors, ce que je vous dis, c'est vrai, c'est des anciens travaux de Arieff, mais qui restent, enfin anciens, 2006 quand même, il ne faut pas exagérer, pas si anciens que ça. Donc, combien de montrer l'impact du sexe. Ici, vous voyez, ce sont des patients. Donc, il y en a 674 qui ont une hyponatrémie. Il y en a 54% qui sont des femmes et 46% qui sont des hommes. Et quand on regarde qui a les lésions cérébrales, eh bien, vous voyez qu'il n'y a pas photo. Et pour une fois, les femmes, on est défavorisées. Et le risque relatif est multiplié par 28 de faire un œdème cérébral dans ces situations. Et en plus, au sein de notre vie, chez les femmes, le risque n'est pas le même entre la période post-ménopausique et la période d'activité génitale. Et quand on est en période d'activité génitale, le risque est plus important pour des raisons hormonales qui font que les canaux ne fonctionnent pas de la même façon. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Donc le fait d'être une femme aggrave les choses. Le fait d'avoir une hypoxie aussi. Et ici, donc, vous voyez chez des patients qui avait une encéphalopathie hyponatrémique, vous voyez quand même que le chiffre moyen de natrémie est assez bas, 112, et vous voyez que la PO2, la pression artérielle en oxygène est à 38, donc très basse, avec beaucoup de lésions cérébrales. Donc il y a souvent, en fait, finalement, plusieurs facteurs qui s'associent
pour entraîner une gravité à l'encéphalopathie hyponatrémique. J'aime bien rester dans les vieux travaux quand ils sont bien faits et je trouve que ce schéma mérite d'être montré en permanence pour expliquer les problèmes de l'hyponatrémie. Vous avez ici, alors c'est des patients aussi, avec une natrémie inférieure à 124, peu importe. Et vous avez ici une gradation de signes neurologiques qui sont de plus en plus graves. Donc ici, conscience normale jusqu'aux convulsions. Si on regarde les moyennes ou les médianes, vous voyez que, c'est les barres, vous allez me dire, plus le chiffre de natrémie est bas et plus les signes neurologiques sont graves. Pas tout à fait, parce que quand vous regardez, il y a quand même, sur le plan individuel, des grands intervalles. Et vous avez ici un patient qui convulse, qui a une natrémie qui est à 118, bon, pas de quoi tomber raide, alors que vous voyez ici qu'il y en a un qui est à 115 et qui est totalement conscient. Vous avez bien compris que la différence entre celui-là et celui-là, c'est que l'un, il a su s'adapter, alors peut-être parce que c'est chronique, ou peut-être plusieurs choses, et que l'autre n'a pas eu le temps d'avoir une osmorégulation cérébrale importante, et donc vous n'allez pas gérer les patients de la même façon. C'est ce qui nous amène à faire des recommandations en fonction de la gravité neurologique, vous allez le voir. Et donc, il faut apprécier avant tout la gravité, d'abord la présence de symptômes neurologiques et les signes d'encéphalopathie hyponatrémique, et de savoir s'ils sont graves ou pas. Et on s'est dit, si le patient est symptomatique, ça veut dire qu'il a un œdème cérébral, et ça conditionne le traitement. Vous voyez qu'on a été très pratique. Donc, finalement, aigu, pas aigu, machin, on s'en fout. C'est sûr que si aigu, c'est quand même plus souvent symptomatique, mais ce qui est important, c'est symptomatique. Et en plus, aigu, pas aigu, vous allez voir que c'est pas facile en pratique de savoir si le malade, il a développé son trouble depuis moins de 48 heures. Et donc, pour rester encore une fois très pragmatique, vous voyez qu'il ne faut pas aller chercher midi à 14 heures, il faut demander est-ce que le malade a convulsé, pas convulsé, et pas attendre, est-ce qu'on a la natrémie d'il y a 2 jours et tout, sinon, d'ici là, il sera mort. La deuxième chose à laquelle il faut que vous fassiez attention, c'est être sûr quand même que les signes neurologiques sont en rapport avec l'hyponatrémie, parce qu'ils n'ont rien de spécifique. Donc il ne faut pas passer à côté d'autre chose, qui fait que souvent, à moins de causes évidentes, on est quand même amené à aller faire un scanner cérébral dans ces situations, parce qu'on peut avoir fait un AVC hémorragique et avoir une hyponatrémie. Alors c'est pour ça qu'on a fait 3 classifications dans nos recommandations des hyponatrémies. D'abord, on s'est dit, le plus important, c'est de définir les hyponatrémies graves et modérées, et vous voyez que c'est sur des signes neurologiques, c'est pas du tout sur la valeur de la natrémie. Et donc on dit, voilà, on définit comme des hyponatrémies modérément symptomatiques celles pour lesquelles on a un vrai chiffre d'hyponatrémie avec présence de signes de sévérité modérée, et pour les graves, sévères en anglais mais graves en français, on cherche des signes de gravité. Donc vous voyez ici sur ce tableau les principaux signes de gravité. Ici on dit modérément grave, nausée sans vomissement, confusion, maux de tête, et vous voyez grave, c'est vomissement, arrêt cardio-respiratoire ou détresse cardio-respiratoire, trouble de la vigilance, convulsion et un coma profond avec un Glasgow inférieur ou égal à 8. Mais attention, on redit que ce type de signe peut être en rapport avec autre chose et que donc il faut absolument aller rechercher, s'il n'y a pas d'autres explications, à ces signes neurologiques avant de les imputer à l'hyponatrémie. Et l'autre chose qui est dite aussi là-dessus, c'est que ce n'est pas une liste qui est exhaustive, donc évidemment, il peut y avoir d'autres signes. La deuxième définition qu'on a donnée, on n'a pas pu faire autrement, c'était aigu versus chronique. Et donc, vous voyez qu'on a dit, on définit comme aigu, on n'a rien inventé, toute hyponatrémie qui est documentée comme s'étant développée depuis moins de 48 heures. Pas très souvent qu'on sait ça. Les chroniques, c'est au-delà de 48 heures. Et quand on ne sait pas, on considère qu'elles sont chroniques, sauf si, sur l'histoire clinique, on retrouve des choses qui font penser à quelque chose d'aigu. Par exemple, en post-opératoire, en général, on sait que c'est plutôt aigu. Parce que d'abord, le malade, il a souvent eu un bilan, et puis, bien souvent, il était normal. On connaît les TURP syndromes, donc ça aussi, on sait que c'est plutôt une cause aiguë. Les potomanies et les syndromes de polydipsie, des psychiatriques aussi, c'est des absorptions aiguës. Donc tout ça, c'est des choses. Vous voyez que l'exercice physique intense, la prescription de thiazidique, etc., ce sont des situations. Voilà. Alors je les ai pas toutes soulignées. Moi, c'est celle que je vois le plus dans mon service, que je vous ai mis en exergue. Et vous voyez que finalement, on arrive à une troisième définition, mais vous allez voir que ce n'est pas du tout elle qui définit la façon dont il faut traiter les patients. C'est légère versus profonde. Là, c'est la valeur de la natrémie. Légère, profonde, pas grave ou pas grave.
Eh ben, légère, c'est une natrémie comprise entre, on n'a rien inventé, hein, 130-135, modérée entre 125 et 130, et profonde pour la valeur de l'hyponatrémie, c'est inférieur à 125. Et pour nous, réanimateurs, eh bien, c'est quand même pas les situations qui nous intéressent. Alors évidemment, après, il y a des petites distinctions, mais j'ai pas le temps de vous les faire, pour les endocrinos et les néphrologues, parce qu'eux, ils ont ils peuvent avoir des hyponatrémies profondes, mais qui sont pas symptomatiques. Évidemment, il y a des petites distinctions pour le traitement. Nous, on a affaire aux autres. Donc, vous allez regarder notre classification. Elle est faite entre symptomatique et ou hyponatrémie aiguë. C'est comme ça que l'organigramme a été fait. Donc, je vous ai dit, vous avez une hyponatrémie, vous éliminez les non hypotoniques, donc vous regardez s'il y a une hyperglycémie, et la première question que vous vous posez, c'est est-ce qu'il y a des signes, est-ce que ces signes sont attribuables à l'hyponatrémie, et est-ce qu'ils sont sévères ou pas sévères, est-ce que c'est aigu, si vous pouvez le savoir. Si c'est non, je vous passe parce que je n'ai pas le temps d'en parler. Si c'est oui, là, on est concerné, et donc vous retrouvez ici. Donc, soit il y a des signes neurologiques d'encéphalopathie sévère, soit pas, et vous allez voir que le traitement va dépendre de cette classification. Dans les deux cas, à quelque chose près, c'est quand même un traitement en urgence qu'il faut faire tout de suite. S'il y a des signes modérément graves, là, on tient compte éventuellement du fait que ça soit aigu ou chronique, mais vous allez voir que ça ne change pas énormément de choses. Alors, je suis désolée pour la présentation, mais je n'allais pas retaper, c'est complètement idiot, donc je vous lis les recommandations. Première situation, hyponatrémie avec signes graves. Et qu'est-ce qu'il faut faire en pratique? Donc, encore une fois, très pragmatique. Et on a mis du temps pour se mettre d'accord, croyez-moi, parce que les endocrinos et les néphrologues, ils comprenaient pas quoi, hein, ce qu'on disait. Hein. Donc, et oui, non, mais on n'a pas les mêmes patients, donc on leur parle de salé hypertonique, ils nous regardent, ils nous disent, oh, ils vont faire la myélinolyse anthropontine. Ouais, non, mais attendez, on ne voit pas les mêmes choses. Donc, on a dit, il faut faire de façon intraveineuse une perfusion de salé hypertonique 3%, 150 millilitres sur 20 minutes. Et vous voyez que le degré de recommandation est assez... En tout cas, le consensus est fort, les preuves ne sont pas très fortes. Alors pourquoi salé hypertonique 3%? Moi, je me suis battue pour ça parce que j'ai dit on n'en a pas en France. Mais bon, c'est européen 1. Donc vous pouvez faire l'équivalent. Ça veut dire 4,5 grammes en 20 minutes. Et vous débrouillez pour faire 4,5 grammes. Et vous voyez que ça peut être fait aux urgences, etc. Et puis, il faut regarder, il faut checker, faut remesurer la natrémie pour voir ce qu'elle a fait, si elle est remontée ou pas, 20 minutes après. Et il faut, pendant ce temps, recommencer une dose, une ou deux fois, jusqu'à ce que la natrémie, après votre contrôle, soit remontée de 5 millimoles par litre et que les signes neurologiques se soient améliorés. Et vous voyez, ça a aussi été un combat. On a dit, il faut que ces patients soient pris en charge dans alors on ne pouvait pas dire réa, on ne pouvait pas dire ICU, on ne pouvait pas dire surveillance continue. Donc on est tombé d'accord pour dire, parce que ça a choqué là aussi les endocrinos et les néphrologues, on est très copains, je vous rassure. Hein. On a fait dire, il faut qu'ils soient pris en charge dans un environnement où le monitoring, enfin la surveillance biochimique et clinique peut être rapprochée. D'accord? Donc pour moi, chez nous en tout cas, c'est au moins surveillance continue. OK? Ça ne peut pas être autrement. Voilà. Alors après, si le patient s'améliore, qu'est-ce que ça veut dire s'il s'améliore? Ça veut dire que vous avez eu cette remontée de 5 millimoles par litre et qu'il s'améliore sur le plan neurologique. Il faut arrêter le salé hypertonique. Il faut continuer à perfuser avec du NaCl, hein, garder une voie veineuse. Il faut commencer à chercher l'étiologie, évidemment. Et surtout, il faut éviter d'aller trop vite. Et donc, nous, on a donné comme chiffre une remontée sur les premières 24 heures de 10 millimoles par litre de la natrémie et de 8 millimoles complémentaires les 24 heures suivantes. Et en tout cas, il faut s'arrêter quand on atteint 130 millimoles par litre. Sinon, on va aller au-delà de ce qu'il faut et on risque d'avoir des problèmes. Vous voyez que le risque de myélinolyse dans ce cas-là n'est pas très important. Et puis, il faut faire des contrôles. Alors, je trouve qu'on a été très light, hein, moi, personnellement, à 6 heures et à 12 heures. Moi, personnellement, pendant les 24 premières heures, j'en fais un petit peu plus. Si ça ne marche pas, donc il ne s'est pas amélioré et qu'il n'y a pas eu cette réélévation, eh ben, il faut continuer la perfusion de salé hypertonique ou équivalent, enfin on a écrit équivalent, de façon à obtenir une remontée de 1 millimole par litre par heure de la natrémie. Il faut arrêter le salé hypertonique 3%, parce que quand on a déjà fait 2 fois, 3 fois, ça suffit. Quand les symptômes s'améliorent, et si vous obtenez une remontée de la natrémie de 10 millimoles par litre au total sur les 24 premières heures, c'est les mêmes règles. Il ne faut pas aller
au-delà de tout ça, et il faut faire bien sûr le diagnostic étiologique, et vous voyez que là aussi, il faut mesurer l'anatrémie. Là, ils disent toutes les 4 heures. Moi, sur les hyponatrémies sévères, je ne fais pas toutes les 4 heures, je fais toutes les 2 heures, au moins pendant les 12 premières heures. Ça, c'est pour les graves symptomatiques. Maintenant, si vous avez des hyponatrémies avec des signes neurologiques modérés, c'est presque la même chose. Il faut d'abord quand même faire la première dose de salé hypertonique à 3% ou équivalent. Et puis, on vous dit qu'il faut se dépêcher de chercher un diagnostic étiologique parce que souvent, il y a des choses qu'il faut arrêter. Et il faut surtout arrêter les produits, les médicaments ou les causes qui sont responsables de ça. Je pense en particulier à la comment ça s'appelle, à la polydipsie, hein, à la potomanie. Et donc là, il faut arrêter absolument ça. Et comme c'est des sujets jeunes et qu'ils ont un rein qui marche bien, en général, ça s'arrange tout seul. Et si vous faites du salé hypertonique, ça va beaucoup trop vite. Et puis, on va vous demander de faire d'autres explorations pour avoir le diagnostic. Alors, je vais passer là-dessus parce que je crois que j'ai pas mal dépassé sur mon temps. Je suis en train de dépasser mon temps. Juste un mot pour le diagnostic étiologique. Il ne vous faut pas 50 choses. Il vous faut l'osmolarité urinaire, il vous faut la natriurèse et il faut savoir, vous allez voir que là aussi c'est à visée très pragmatique, si le malade prend des diurétiques parce que c'est la cause la plus fréquente des hyponatrémies. Et donc, voilà, on a fait on a fait un organigramme. En premier, on fait l'osmolarité urinaire. Si elle est basse, eh ben, c'est ou la potomanie ou une prise de faible, un régime sans sel très important. Si elle est élevée, à ce moment-là, il faut avoir la natriurèse. Je ne veux pas rentrer dans le détail, vous le verrez. Si elle est basse, on a estimé que ça voulait dire que le malade était hypovolémique. Vous voyez qu'on n'a pas classifié d'emblée entre hypovolémique, normovolémique et avec une surcharge hydrosodée. Parce qu'en pratique, eh ben, on ne sait pas faire ça, à part les œdèmes, mais c'est quand même pas très pratique. Donc on s'est dit, on considère que si la natriurèse est basse, on pense que c'est plutôt celles qui ont une hypovolémie. Je vous laisse les voir dans l'article. Si la natriurèse est élevée, la première chose, c'est est-ce qu'il y a une maladie rénale et est-ce qu'il y a des diurétiques? Parce que vous savez que les diurétiques sont souvent natriurétiques et que c'est la grande cause de ces hyponatrémies. Bon, après, vous pouvez très bien avoir des diurétiques et avoir un volume extracellulaire qui est diminué, augmenté, peu importe. Avoir un CADH, etc. Enfin, pour finir, je vous dis juste ça parce que ça a été l'objet de grandes discussions. Alors évidemment, ce n'est pas pour les aigus, hein, c'est pour les chroniques. Mais correction, si la correction est trop rapide, qu'est-ce qu'il faut faire? Surtout, ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'il faut consulter un expert. Et juste pour vous dire un petit peu les nouveautés, c'est que maintenant, on aime bien jouer à l'apprenti sorcier. Hein, c'est-à-dire qu'on fait remonter l'anatrémie, mais on fait de la desmopressine en même temps, pour pas aller trop vite. Alors là, moi, je suis un peu perdue. Et je vous dis tout de suite que ça, moi, je ne suis pas trop d'accord. Mais en tout cas, on ne voulait pas que ça reste dans les mains de n'importe qui. On a dit, si vous voulez faire ça, avant de faire ça, regardez quand même avec des experts, hein, parce que sinon, c'est jouer. Voilà, ma conclusion, donc, c'est de vous dire que, attention, donc, ce qui est important, c'est le fait d'avoir des signes neurologiques de gravité, que dans ce cas-là, le risque, c'est l'œdème cérébral, c'est pas tellement la myéline ou l'issentropontine, alors que dans les si vous avez dans les chroniques, le risque, c'est la démyélinisation et c'est le risque de surcorrection. Et je finis sur mes cas cliniques, je vous donne la réponse. Ici, c'était évident, c'est le triathlon. Elle a failli mourir, cette malade, hein, parce qu'elle était en train de passer en mort encéphalique. Et pour vous dire, chez nous, elle a été traitée par mannitol, parce qu'on fait beaucoup de traumato, et que le réflexe du médecin, ça a été de faire du mannitol et pas du salé hypertonique. Ben, elle s'en est sortie. Et après, bon, il a mis du salé, évidemment, hein, hypertonique, voilà. Mais pour éviter qu'elle passe en mort encéphalique, ça a été le mannitol, ça a très bien marché. Elle va très bien. Et donc, si vous regardez ici, c'était facile. Une fois qu'on avait demandé à la patiente qu'est-ce qui s'était passé, elle était hyper tendue. Ça faisait un mois qu'elle prenait des thiazidiques. Et ici, ben, avec une natriurèse élevée et son adénome à prolactine, eh ben, c'était un SIADH. Voilà, je vous remercie.